Allez, on va commencer parce que du coup, on s'était fixé un timing. Donc, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour cette webconférence. Donc, elle est organisée par Tech15. Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas, Tech15, c'est le regroupement des membres de l'encadrement sportif du rugby. Donc, pour cette webconférence, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs personnes. Donc, Carole Boyer et Lisa Cage-Spaz, qui travaillent toutes les deux au CHU de Clermont-Ferrand. Je suis désolée si j'ai écorché votre nom, Non, pardon. non, tout va bien, tout va bien. Et Emmanuel Auger, donc consultant formateur en psychologie du sport. Donc, tous les trois travaillent pour notamment le programme de prévention des addictions dans le milieu sportif, le fameux PAS, donc ils vont nous le présenter, PAMS, qu'ils vont présenter. Ils vont du coup nous parler des facteurs à risque chez les sportifs et notamment comment il est possible d'identifier les potentiels facteurs protecteurs. Donc cette webconférence, elle est enregistrée afin qu'on puisse ensuite la diffuser sur notre chaîne YouTube. Et nous nous sommes fixés une heure et quart. Donc on va essayer de respecter le timing. Bon, je vois que tout le monde maîtrise maintenant les webconférences, mais au cas où je précise quelques petites règles, n'hésitez pas à couper votre micro, voilà, pour pas faire d'interférence par rapport aux intervenants, et puis à couper votre caméra pour avoir moins de difficultés pour les connexions. Sachez qu'on n'est pas nombreux, donc vous pouvez poser directement vos questions aux trois intervenants ou sinon vous avez le chat qui est sur la partie droite. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non? Eh bien, on peut commencer. Je vous laisse prendre la main. À vous. Et bonjour à toutes et tous. Donc, je vais laisser Lisa présenter un peu le. Donc, moi, je suis Emmanuel Auger, consultant formateur en psychologie du sport et de la santé, préparateur mental et addictologue. J'interviens au sein du programme PAMS que Lisa, ma collègue, et Carole, mes deux collègues, vont vous présenter plus en détail. Donc effectivement, bonjour à tous. Donc moi, c'est Lisa Cachepaz et donc je suis psychologue spécialisée en addictologie, donc plus précisément dans la prévention des conduites addictives. Et je travaille donc, comme vient de le dire Emmanuel, dans le programme PAMS. Et du coup, bonjour à tous, moi c'est Carole Boyer, je suis psychologue stagiaire, pareil, au sein du programme PAMS. Et du coup, je vais vous présenter un peu mieux ce que c'est PAMS. Donc PAMS, c'est la prévention des addictions en milieu sportif. C'est un programme qui est piloté par le service d'addictologie du CHU de Clermont-Ferrand. Et en fait, l'objectif général, ça va être de contribuer au bien-être sportif. Plus particulièrement, en fait, ce programme, il se distingue en trois axes. Un premier axe où en fait l'objectif, ça va être vraiment d'apporter de l'information à une grande population, 15-30 ans, en fait, pour un peu déconstruire les idées reçues qu'on peut avoir autour des substances dans le sport et voilà, pouvoir améliorer la compréhension autour des addictions dans le sport. Pour ce faire, du coup, on va créer des vidéos de prévention qui seront diffusées sur nos différents réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, YouTube et Facebook. Et en fait, l'objectif, c'est aussi d'inclure l'ensemble des acteurs de la sphère sportive, c'est-à-dire autant les joueurs que les entraîneurs, que les médecins du sport ou les professionnels de santé spécialisés en addicto. Le deuxième axe, du coup, ça va plutôt concerner la formation des professionnels du milieu sportif, donc à savoir tous les entraîneurs, tous ceux qui vont avoir un rôle en fait d'accompagnement des jeunes sportifs, avec pour objectif de pouvoir aborder le sujet des addictions avec les jeunes, de repérer les conduites à risque, mais aussi l'objectif c'est aussi de soutenir les entraîneurs qui peuvent être soumis aussi à tout un tas de facteurs et de pressions dans la sphère sportive. Et du coup, le dernier axe, ça va être plutôt un axe en fait pour faciliter soit un arrêt de carrière, soit une fin de carrière chez les sportifs, parce qu'on sait que souvent, ce sont des périodes qui sont sujettes à entrer dans les consommations, parce que ça peut être des périodes difficiles
Et du coup, l'idée, en fait, c'est qu'on va pas accompagner, mais on oriente vers des dispositifs qui existent déjà. Et il y aura des témoignages de sportifs qui seront diffusés sur notre chaîne YouTube aussi. Voilà. Et du coup, au niveau de Pam, c'est de son équipe. Donc, il y a Lisa qui est psychologue, Emmanuel aussi, donc qui sont avec nous. Et on a aussi Clara qui est chargée de communication, une deuxième psychologue, Florence Morel, et on est 2 stagiaires, donc moi et aussi Alison qui est chargée de communication stagiaire. Voilà. Hop. Et du coup, l'objectif de ce webinaire, en fait, c'est de vous montrer l'intérêt en fait de se former justement pour mieux comprendre les facteurs qui vont influencer les comportements de santé en milieu sportif, et aussi pour pouvoir repérer les conduites à risque et les prévenir. Et du coup, je laisse la parole à Emmanuel. Merci, Carole. Alors, je ne sais pas si mais on peut passer à la diapo. J'ai pas la même pour passer à la diapo suivante. Voilà, donc bon, avant de commencer, merci à Marie et son équipe et toute l'équipe de Tech15 de nous avoir fait confiance pour intervenir et nous avoir sollicité. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement tabou, alors qui est de plus en plus médiatisé et les sportifs prennent de plus en plus la parole, notamment autour de la dépression, des problèmes psychosociaux, etc. Les conduites addictives restent quand même un sujet relativement tabou pour plein de raisons qu'on évoquera. Mais pourquoi intervenir dans le sport? Parce que le sport, c'est une structure qui est d'abord originale, elle est à la fois productive et éducative. Productive parce qu'on produit de l'effort, le corps est le principal instrument de cette production. C'est pour les sports professionnels et de haut niveau, c'est le principal outil de travail et c'est aussi éducatif puisque dès le plus jeune âge, on y apprend la coopération, la collaboration, le respect des règles, l'engagement, l'effort, etc. Donc c'est vraiment une structure qui est atypique, où le rôle des pairs, c'est-à-dire de ses partenaires, est extrêmement important. Dès le plus jeune âge, on est confronté à des amis qui resteront pour la plupart nos amis pour la vie, et donc on s'y façonne, on s'y construit en tant que femme et homme. Et donc c'est une structure qui est la plus influente après la famille. Donc on voit que la structure sportive n'est pas anodine dans le parcours des jeunes filles et des jeunes hommes, et le rugby en particulier défend un peu toutes ces valeurs réunies, et donc on va voir que c'est aussi le lieu d'expérimentation en tout genre, et qu'il est utile, et qui nous a semblé utile en tout cas de mieux comprendre les mécanismes qui se jouaient dans ces sphères-là, et de proposer des programmes de prévention et de formation surtout aux éducateurs et formateurs et entraîneurs qui sont eux au contact quotidien, qui sont aussi des anciens athlètes pour la plupart, et qui sont à notre sens les meilleurs garants de diffusion de messages de prévention et de comportements adaptés. Donc une première question, mais alors, si on peut répondre dans le chat ou oralement, pas de problème, rapidement, mais qu'est-ce qu'on entend par addiction? Qu'est-ce qu'évoque pour vous le mot addiction? Rapidement, si quelques-uns parmi vous veulent donner un mot à la volée. Ce serait, pardon, c'est Hugues Lomé, enchanté. Une accoutumance, je dirais, à quelque chose, pas forcément lié à un produit. Ça peut être, on peut être addict à la télévision ou à plein de choses, mais c'est, je sais pas, une accoutumance. Ouais. Merci. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est ce qu'on ressent, Peut-être juste, bonjour. Juste nous préciser, qu'est-ce que vous entendez par accoutumance, parce que je suis pas sûre, enfin, je sais pas si tout le monde. Ce serait le fait d'être dépendant totalement d'une substance ou même une activité, notamment dans le travail, on peut être totalement dépendant de son travail. Ok, merci. Du coup, je voulais juste ajouter le mot, Richard, le mot dépendance qui vient d'être souligné. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus par rapport à la définition peut-être de l'addiction, en tout cas pour moi. Voilà. Ouais, en effet, donc merci pour
ces éléments. Donc en effet, vous avez souligné pas mal d'éléments qu'on retrouve dans le mot addiction. Alors l'accoutumance, en effet, ça va plutôt être le besoin de, en tout cas l'habituation ou le corps qui s'habitue, en tout cas mon esprit qui s'habitue à une certaine concentration de produits ou un certain besoin de produits. Donc j'ai toujours besoin de plus pour ressentir les mêmes effets. Et donc c'est cette habituation qui va progressivement s'installer autour d'un produit ou d'un comportement, et en fait je vais devoir augmenter les doses pour en ressentir les mêmes effets. Donc en effet, je sais pas si tu peux passer, voilà. L'addiction, c'est en fait la perte, c'est la maladie, ce qu'on peut appeler entre guillemets la maladie de la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'en dépit des conséquences négatives, je connais, la plupart des gens qui consomment connaissent les conséquences potentiellement négatives sur leur vie judiciaire, leur vie sociale, leur vie sanitaire, etc. Et malgré tout, ils continuent de consommer. Et donc, on parle de perte de contrôle qui peuvent être associées à des substances, à des consommations de substances ou à des comportements. Vous avez parlé de la télévision, alors on va plus parler sur les écrans, sur les jeux d'argent, les paris sportifs, le sport aussi, boulimie, anorexie, les risques sexuels. Donc on voit que ça va aller quand même un spectre assez large du quotidien, de notre quotidien, et pour autant on n'est pas tous addicts, et on va parler plus de conduite à risque. Et donc on va graduer un peu les consommations dans le champ de l'addiction. Et c'est vrai que c'est un mot assez clivant, c'est un mot assez péjoratif et stigmatisant. Et donc, dès qu'on parle du mot addiction, à juste titre, souvent on ne se sent pas concerné, surtout les jeunes, puisque effectivement ces mots de dépendance, ces mots de perte de contrôle, elles ne sont pas forcément associés à tout le monde. Pour autant, et on le voit au quotidien, et notamment dans les clubs de rugby et les clubs de sport, les conduites à risque peuvent être nombreuses. Ça peut être prendre son volant après avoir trop consommé. Je suis dans une conduite à risque, consommer des médicaments peu adaptés à la pathologie que j'ai ou mes usés. Ça peut être des violences sexuelles, ça peut être des violences tout court lors d'une troisième mi-temps, ça peut être voilà. Donc on voit que ces conduites à risque, elles ne mènent pas forcément, elles sont pas forcément associées à un comportement addictif, mais on va graduer ces comportements et ces notions-là pour pouvoir essayer d'aller vers le public le plus large. Juste pour compléter et rebondir sur ce que tu dis, hein, Emmanuel, c'est que voilà, souvent dans la population générale, hein, on a vraiment cette image de l'addiction, on est vraiment dans la dépendance avec toutes les représentations qu'on peut associer. Il faut savoir que quand on parle d'addiction, en fait, aujourd'hui, on parle surtout de troubles de l'usage, c'est-à-dire quel est l'usage qu'on fait avec le produit, ou le comportement, ça dépend si on est sur une addiction comportementale ou par rapport à une substance, mais on va parler de troubles de l'usage, c'est-à-dire est-ce que j'ai un usage à risque, est-ce que j'ai un usage nocif, ou est-ce que je suis dans la dépendance, dans l'addiction. Et dans l'addiction, il y a plusieurs critères. Est-ce que j'ai une addiction légère, modérée ou sévère, entre guillemets. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que dit Emmanuel, c'est que la plupart des gens ne se sentent pas nécessairement concernés dès qu'on parle d'addiction, alors que pour autant, on peut être concerné parce qu'on peut avoir un usage à risque du produit ou un usage nocif sans pour autant être dépendant au produit. Donc typiquement, juste pour donner un exemple, peut-être pour illustrer nos propos, par exemple, si je fais la méga fiesta et que je bois beaucoup d'alcool régulièrement, presque tous les week-ends, avec des fréquences d'alcool élevées, je vais être dans un usage nocif, et pour autant, je serai capable de me passer d'alcool dans la semaine. Donc, je suis pas considérée comme dépendant, mais je vais avoir un usage nocif avec le produit. Donc, c'est pour ça que pour nous, le mot addiction, c'est vraiment avoir au sens large, et que ça concerne pas nécessairement que les personnes qui sont addictes, et d'où l'intérêt pour nous d'agir envers les populations qui sont en amont de la dépendance pour justement ne pas basculer cette frontière de la dépendance qui engendre des conséquences plus négatives et plus défavorables pour la personne. Voilà. Je te laisse continuer, Emmanuel. Ouais, mais parfait. Mais vas-y. Si vous pouvez passer. Ouais, c'est que ça met un temps quand on appuie. D'accord.
Donc, une fois qu'on a redéfini, en tout cas qu'on a bien défini ou apporté un éclairage sur ce mot, ce fameux mot, ou en tout cas, d'une part le mot addiction et puis le phénomène, les mécanismes qu'on pourra aborder en formation. Nous, on a noté, en tout cas, on s'est attaché à la sphère sportive, bien évidemment pour ce que je viens de définir, et aussi pour connaître les différents facteurs de vulnérabilité qu'on pouvait rencontrer chez le sportif. D'une part, ce qu'on nie souvent ou ce qu'on oublie, c'est que être sportif de haut niveau, c'est un vrai métier. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas lié à des contrats professionnels ou à des ligues professionnelles. Pour autant, l'investissement, quels que soient les sportifs de haut niveau et de très haut niveau, l'investissement est énorme. Et souvent, on nie la notion de métier avec les risques associés, les risques psychosociaux notamment, à ce métier. Dans l'inconscient collectif, on dit qu'on fait un beau métier. Être rugbyman professionnel, c'est un beau métier, ce qui est vrai. Que les gens ont de la chance, qu'ils ne sont pas dans la vie réelle. Je tempérerai, je modérerai ces propos parce que c'est un métier avec ses contraintes, c'est un métier avec ses difficultés, c'est un métier avec les risques associés que vous rencontrez toutes et tous au quotidien. Et donc, c'est aussi replacer et donner la légitimité du métier de sportif de haut niveau. Et ce sportif de haut niveau évolue au sein d'un large réseau d'influences que peuvent être, alors c'est non exhaustif, mais les dirigeants, la relation entraîneur-entraîné, les partenaires à la concurrence, l'éloignement des familles, les agents, les temps de jeu, etc. Et donc on demande aux sportifs d'être en perpétuel, en tout cas performant, quoi qu'il arrive, malgré tous ces réseaux d'influence qui peuvent l'entourer. On lui demande d'être tout le temps performant. Et donc, de fait, on a ce fantasme du sportif inépuisable que l'on prépare, que l'on façonne, un peu Superman. Donc avec des process, en tout cas des dispositifs de surmédicalisation, de surmédiatisation, des entraînements qui sont de plus en plus longs, des saisons de plus en plus longues, avec des temps de récup de plus en plus lourds, et ça c'est des choses qui font de plus en plus écho aujourd'hui. Et donc on demande toujours plus aux sportifs, on lui réclame, il est au centre de ce jeu, au centre du jeu, de l'arène, auquel on demande toujours plus de performance et d'engagement. Donc des temps de jeu plus longs, de la performance, des relations entraîneur-entraîneur, on l'a dit, les déplacements de plus en plus longs, de plus en plus fréquents, les blessures, les fins de carrière. Donc on voit que les facteurs de vulnérabilité sont extrêmement nombreux et que la facette un peu, le côté, alors non obscur, mais le côté pile de la vie d'un sportif de haut niveau n'est pas à négliger. Et donc on a identifié trois grands temps de vulnérabilité, trois grands temps de consommation, en tout cas trois grands motifs de consommation chez le sportif, qui sont tous interactifs. On va pas pouvoir les dissocier les uns des autres. Pour autant, le premier, c'est les consommations récréatives. Alors, qui dans le rugby, on va associer, dès qu'on va parler d'addiction, on va associer à la troisième mi-temps et donc à la consommation d'alcool. Et donc, c'est ces consommations qui vont être récréatives, festives, qui associent tout le champ du sport et tous les sports confondus. On fête les victoires, on noie les défaites, on sort des deux premières mi-temps ou du temps de jeu. C'est un moment un peu de décompression à travers les consommations. Alors, d'alcool, bien évidemment, puisque c'est le produit, et de bière dans le rugby en ce qui nous concerne, et qui est l'alcool culturel par excellence, où on peut refaire le match des heures, discuter, décompresser, échanger. Les nouvelles générations vont consommer d'autres produits que les anciennes générations, donc tout ça c'est des éléments aussi à prendre en compte. Le deuxième grand motif de consommation, ça va être, et qu'on néglige un peu, c'est penser son corps et son âme. Son corps, parce que comme je vous le soulignais, le corps est le principal outil de travail chez le sportif de haut niveau. Et dans le rugby notamment, les corps sont soumis de plus en plus à rude épreuve. Les temps de jeu sont très longs, les impacts sont énormes. Même si les joueurs et les joueuses sont extrêmement bien préparés, ben, les corps font mal, les corps sont douloureux. Et donc les consommations d'antalgiques, d'anti-inflammatoires notamment, sont nombreuses pour faire le job, tout simplement pour jouer. Non pas pour performer, mais pour être juste là, honorer son contrat, honorer son temps de jeu. Remplir les objectifs qu'on s'est fixés dans des situations qui sont parfois précaires pour certains joueurs. Et penser son âme, bien évidemment, avec tous les risques qu'on a vus précédemment, tous les facteurs d'influence qui peuvent générer du stress.
Et donc là aussi des consommations associées pour faire face à tous ces facteurs-là qui viennent percuter, en tout cas parasiter la vie du sportif. Je peux donner des exemples, hein, ça va être des consommations de somnifères ou d'anxiolytiques pour récupérer, dormir après les matchs, pour faire face à des moments difficiles, etc. Et puis enfin, le troisième paramètre, c'est la recherche de performance. Alors, on est à la frontière et on se positionne en complément de la lutte antidopage. Mais la recherche de performance, elle va être sur des produits qui sont tout à fait légaux et qui sont autorisés par l'AMA, par exemple. Mais on va être sur des consommations de produits pour soit récupérer plus vite, soit pour revenir plus vite, soit pour performer encore plus, des compléments alimentaires, parfois mal adaptés, d'autres produits pour augmenter les performances. Et donc on voit que le sportif va être soumis, va être en tout cas exposé à plusieurs facteurs de vulnérabilité, des consommations qui vont être différentes selon le moment de sa carrière, selon le moment de la saison, selon son état de forme, selon plein de paramètres qu'il va falloir aussi croiser, et donc avoir un œil un peu vigilant là-dessus et connaître ces différents moments de vulnérabilité. Et vous voyez, on n'est pas associé qu'à l'alcool, au tabac, aux produits récréatifs. On voit qu'il y a toute une panoplie, notamment chez le joueur de rugby, qui peuvent générer en tout cas des conduites à risque et peut-être chez certains une forme d'addiction. Donc, comme je vous le Lisa, tu veux On peut ouais, se j'y vais. compléter si tu veux. Là, c'était juste Ouais. pour mettre l'accent que, ben, là, on parle du rugby puisqu'on est dans ce cadre-là, mais de plus en plus, la santé mentale et les addictions sont de plus en plus un sujet d'actualité, en fait. Donc, alors après, je sais pas si vous vous intéressez aux autres sports, mais on vous a mis quelques exemples de différents sports. On avait l'exemple de Simone Biles par rapport au JO, je sais pas si vous l'avez en tête, mais qui par rapport voilà, à son état mental, avait décidé de se retirer en tout cas d'une compétition pour revenir. Et d'ailleurs, ça lui a plutôt bien réussi. Mais et comme quoi, ça avait été pas mal. Ça va interpeller pas mal de personnes, en tout cas, en tant en positif qu'en négatif, avec ceux qui soutenaient et ceux qui comprenaient pas trop sa décision. Mais en tout cas, ça mettait en lumière un petit peu, qu'effectivement, on peut parfois être en difficulté et lever les tabous autour de ça peut contribuer à la performance plutôt que l'inverse. Donc voilà, après on a aussi des études, il y a des constats qui se font sur le snus. Alors je sais pas si ça vous parle, c'est le tabac qu'on met entre la joue et la gencive, ça se fait plutôt dans les pays nordiques. Et donc, par rapport à l'actualité sur les addictions, il y a plusieurs études qui ont incité l'AMA à se pencher sur ce phénomène pour évaluer si ça pouvait être considéré comme produit dopant ou pas. Sinon, autre sujet qui n'a rien à voir, mais qui est sur les addictions plutôt comportementales, d'un entraîneur qui avait fait interdire le téléphone aux joueurs avant les matchs, parce qu'effectivement, je vous apprends pas grand-chose, mais c'est vrai que les jeunes générations ont tendance à être très souvent sur les téléphones, et il trouvait que ça perturbait les liens entre tout le monde et avec le staff notamment, par rapport au respect qu'on pouvait avoir entre les joueurs et l'équipe. Donc, alors après, on n'est pas là pour dire c'est super idée ou mauvaise idée, hein, peu importe. C'est juste pour de dire que de plus en plus, il y a des petits sujets d'actualité qui arrivent sur ces notions-là. Et l'idée, c'est de comprendre qu'effectivement, oui, c'est important de s'y intéresser parce que l'objectif, c'est de contribuer au bien-être sportif, mais aussi à faire en sorte que la sphère sportive puisse être des conditions confortables pour tout le monde. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, pardon. Pardon, Marie, si je peux me permettre, là, j'ai vu que tout à l'heure, l'équipe avait fait un reportage avec un doc événement sur la santé mentale des sportifs avec Michael Phelps. Ouais. Donc je pense que oui, en effet, c'est un sujet c'est vrai que tous les d'actualité. jours, tous les jours à son lot de témoignages en tout cas, et c'est important que les sportifs de haut niveau et surtout très médiatiques, à mon sens, commencent à libérer la parole.
Il y a Méline Nokambi aussi qui vient d'être médaillée aux Jeux de Tokyo, qui a témoigné là dans l'Est républicain, je crois, aujourd'hui. Et voilà, avec des problèmes malgré la médaille olympique, des problèmes de burn-out et de consommation d'alcool et autres substances. Donc voilà, on voit que c'est des sujets, comme le soulignait Lisa, que ce soit des comportements ou des produits plus courants. En tout cas, les phénomènes alertent et on en parle de plus en plus. Alors, juste la suite. Donc, je sais pas si vous avez entendu un petit peu parler du syndrome de surentraînement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est le résultat d'une balance. En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre entre la charge des entraînements que l'on s'impose et la période de récupération. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément respecter ou en tout cas s'autoriser à avoir une période de récupération qui correspond à la charge d'entraînement mise en place. Et ce qui fait que ça peut créer sur du court, moyen, long terme une fatigue chronique. Et c'est et du coup, le syndrome de surentraînement se manifeste en fait par un épuisement physique, c'est-à-dire que le corps ne peut plus poursuivre l'activité. Alors, on peut le ressentir. Alors, comment on peut l'identifier? On peut ressentir une baisse de performance. Alors, faut faire attention parce qu'en plus, ça peut avoir, alors c'est pas une obligation, mais ça peut avoir un impact sur la motivation du sportif qui est tellement investi dans sa pratique et dans son sport, va multiplier les séances d'entraînement et pas forcément récupérer. Donc, quand ça se ressent pas sur les performances, ça peut avoir un impact sur la motivation et la confiance en soi du sportif. On va avoir donc des périodes de récupération négligées, ou en tout cas, donc ça va être compliqué. On peut avoir aussi, quand je parle de fatigue chronique, ça veut dire que il va y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois où on va vraiment ressentir cette fatigue. Et d'ailleurs, pour sortir du syndrome du surentraînement, ça va être du repos. Et ce repos, il peut durer plus ou moins longtemps en fonction de chaque individu et de comment s'est manifesté ce syndrome-là. Après, il faut savoir aussi que pour savoir aussi qu'est-ce qui peut nous alarmer sur cette situation, c'est aussi quand le risque, la conséquence, c'est d'avoir des blessures peut-être à répétition, plus de courbatures, de tendinites, des claquages, des choses comme ça. Et ça peut se ressentir aussi au niveau des troubles du sommeil et de l'appétit. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va manifester tout ça, mais ce sont peut-être des petits signaux d'alarme qui peuvent nous faire comprendre que, attention, on est peut-être dans cette phase-là. Au niveau psychologique, on va ressentir un sportif qui va être un peu déstabilisé au niveau émotionnel, qui peut être agacé, irrité, et comme je disais tout à l'heure, ça peut jouer sur son estime de soi, et par conséquent, ça peut avoir des conséquences sur son environnement aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce syndrome-là, il existe un questionnaire d'évaluation qui permet d'avoir un petit état des lieux. Alors, ce questionnaire-là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a 54 items, donc 54 questions. Et si on a plus d'une vingtaine de oui, à ce moment-là, on peut être considéré comme sujet à risque par rapport au syndrome de surentraînement. Après, il faut faire attention, c'est-à-dire que quand on fait passer ce questionnaire, il faut bien accompagner, le faire avec le sportif, parce que le sportif, sans s'en rendre compte, il peut être un peu dans une situation de déni, où il est tellement investi dans sa pratique que il va peut-être minimiser les réponses. Par exemple, est-ce que vous vous sentez particulièrement fatigué en ce moment? Oh ben non, ça va, pas plus que d'habitude, il peut minimiser. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les sportifs pour qu'on ait des réponses les plus objectives possibles et pour avoir un diagnostic, en tout cas, le plus près de la réalité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que va faire un sportif, par exemple, en quantité d'entraînement, ne sera pas forcément le cas, ce que va ressentir le sportif ne sera pas forcément le cas pour quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une part où on n'a pas tous les mêmes ressources, ni toutes les mêmes capacités pour faire face à ce genre de situation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être assez à l'écoute de ce qui se passe et être, vigilant pour voir s'il n'y a pas des modifications au niveau du sportif. Est-ce que
est-ce qu'il a l'air plutôt bien ou pas? Enfin voilà, tous les petits signaux que je viens d'évoquer peut mettre en lumière ce syndrome de surentraînement. Et le risque, c'est que si on ne l'aperçoit pas ou on ne le prend pas en compte, on peut aller plus loin. Et là, à ce moment-là, on peut être dans ce on va appeler le burn-out. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans le monde entreprise, le burn-out. Enfin, quelle idée vous en faites un petit peu? En quelques mots. Non. Moi, je voulais juste rebondir sur la diapo d'avant. Quand on parle de surentraînement, aujourd'hui, la difficulté, comme je crois que vous l'avez souligné, c'est aussi le joueur qui a du mal peut-être à s'évaluer justement sur son état de forme, qui est rentré dans une routine et qui va faire plus que du coup ce qu'on lui demande. C'est quelque chose qui est assez routinier, j'ai envie de dire. Donc ils sont dans un souci de performance, de vouloir faire plus pour progresser plus. Et alors c'est pas la majorité, mais sur certains cas, c'est vrai que c'est difficile après entre guillemets de les freiner. Pour eux, ils ressentent ça comme un peu une injustice. J'ai envie de faire plus parce que voilà, j'ai des manques à un certain moment, donc je comble ces manques. Et même si nous on va lui dire non, mais là il faut que clairement faut arrêter, faut calmer, faut réduire le volume d'entraînement sur la semaine. Et ben avec certains joueurs, c'est difficile de pouvoir intervenir réellement, quoi. Voilà. Oui, je comprends tout à fait, effectivement. Comme vous disiez, hein, c'est ce que je disais un petit peu, c'est que le sportif, lui, va pas avoir ce recul nécessaire pour voir qu'à un moment donné, il est peut-être pas dans la bonne pratique et que plus on va essayer de le convaincre à faire différemment, plus il risque de développer des arguments en disant que si justement il faut que je fasse comme ça parce que il aura telle et telle raison, quoi. Alors après, ce que je dis, ce qu'il faut vraiment essayer d'identifier, c'est si on a vraiment une baisse prolongée et persistante du niveau de performance, c'est-à-dire que à un moment donné, essayer de mettre en lumière, est-ce que tout ce qu'il fait par rapport aux résultats obtenus et comprendre qu'est-ce qu'il fait, pourquoi on obtient ce résultat-là. Est-ce que c'est dû nécessairement à la fréquence des entraînements? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Et peut-être plutôt que, c'est des choses qu'on aborde en formation, Oui, comment aborder les sujets avec les sportifs, mais peut-être plus lui poser la question lui-même, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer quelque chose ou améliorer, pour qu'il ait plus d'autonomie dans ça et qu'il puisse justement lui-même essayer de voir autre chose que nécessairement l'entraînement. Ok. Donc je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais oui, en partie. Ouais. J'ai bien des idées aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin, ça peut être difficile en tout cas. Voilà, après il faut être vigilant sur les petits signaux. Ça va être pour nous, pour vous plutôt en tant qu'entraîneur, des leviers de communication. C'est-à-dire, j'ai remarqué qu'il y avait ça, t'en penses quoi? J'ai remarqué que ça faisait un petit temps que, je sais pas, que tu dormais moins bien. Après, ça dépend quelle relation vous avez avec le sportif, mais qu'est-ce que t'en penses? Comment ça se fait? Et essayer de voir qu'est-ce qui met comme mot derrière, en essayant de guider l'échange là où vous voulez l'amener en fait, par Bien rapport sûr, ouais. à la prise de conscience du fait de prendre des repos, et après pas hésiter aussi à expliquer pourquoi, parce que peut-être que vous, ça vous paraît évident de fonctionner comme ça, parce que vous avez en tête, voilà, mais peut-être que lui ne le perçoit pas de la même manière aussi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de voir, de questionner pour voir comment il se représente les choses. Ouais, c'est souvent associé à des croyances, à des résistances où plus je vais en faire, plus je pense que je vais progresser, Oui. ou je vais prendre de la masse, ou je vais courir plus vite, ou en tout cas, peu importe les objectifs qu'il se fixe. Et ça, ces résistances-là, ces croyances, elles sont tenaces. Et donc, peut-être retravailler sur la qualité et non la quantité. Et ça, bon, voilà, c'est des choses que vous faites au quotidien, mais voilà, c'est comme le disait Lisa, c'est souvent associé à des croyances. Ouais. Et couplé aux enjeux de chacun dans leur situation, dans la vie du sportif de haut niveau,
ça va pas du tout prendre le même sens. Je suis en fin de contrat, j'ai envie de jouer, je suis en manque de temps de jeu, je veux re-signer. Enfin voilà, tous les enjeux qui vont être associés à la vie du sportif de haut niveau, la précarité liée à la vie d'un sportif de haut niveau, elle exacerbe aussi ses croyances et ses résistances et ses comportements parfois inadaptés. Et Donc surtout voilà, que... et ça entraîne voilà, pardon Lisa, Non, vas-y, ce vas-y. surentraînement et cette toujours plus et finalement je fais mais j'y arrive pas. En fait, je fais toujours plus mais je vois pas les résultats et là on commence à tomber, la motivation baisse. Enfin voilà, il y a plein de phénomènes qui vont rentrer en jeu et qui vont être délétères pour le sportif et sa santé. Et oui, et d'autant plus que quand on est dans cette période-là, c'est particulièrement difficile pour le sportif qui, même si pense qu'il faut continuer à s'entraîner, est conscient qu'il n'y arrive pas. Et donc ça peut être très déstabilisant aussi. Donc d'où l'intérêt d'être, même si vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimeriez avec le sportif, mais d'être soutenant à à votre niveau, à votre manière, parce que le souci, c'est qu'il faudrait pas que ça crée des conflits ou en tout cas des résistances au moment où il y en a pas besoin, quoi. En tout cas, ça. Oui, bien Et sûr. surtout aussi qu'on est dans une société où on l'entend souvent, quand il y a des réussites, des succès, des victoires, on entend souvent, bah, j'ai travaillé très dur pour en arriver là. Enfin, il y a une valorisation comme si le dépassement de soi. Alors j'entends, hein, effectivement, il y a des sports et des choses où c'est vrai, hein, mais ça peut, enfin, ce qui est intéressant, c'est que de par l'actualité qu'on vous a évoquée, de plus en plus maintenant on entend, bah, c'est important de prendre du temps pour soi, c'est important aussi d'écouter son corps. Des choses qui font que même si le résultat n'est pas nécessairement visible sur le très court terme, sur le moyen long terme, ça permet d'aller plus loin et d'atteindre ses objectifs sur la durée. Et juste pour Oui. compléter, mais ça c'est mon avis, il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, mais c'est la notion de plaisir, c'est-à-dire que le joueur euh, de 3, 4, 5, 6 séances par semaine, si la cinquième, il y a plus la notion de plaisir, c'est qu'à un moment, voilà, c'est déjà aussi un indicateur pour dire, bon, on s'est peut-être, enfin, il y a peut-être eu un loupé à un moment donné, enfin, ou c'est peut-être trop, etc. Tout à fait, vous mettez le Nous, on doigt sur insiste beaucoup là-dessus aussi. Et alors, il n'y a pas que ça, mais ça, voilà, ça en fait partie. Oui, vous avez tout à fait raison et c'est très bien d'ailleurs de le faire remarquer. C'est que cette notion de plaisir, on est d'accord, il y a des fois où il y a des entraînements où ça s'est moins bien passé, mais globalement, le sportif est satisfait de s'entraîner, de sa pratique, etc. Il y prend un certain plaisir. Dès lors que le plaisir diminue, il peut y avoir un impact direct sur la motivation et l'engagement, ou alors faire les choses mais pas pour soi. Et le problème, c'est quand on fait les choses par motivation externe, et ben on a moins de réussite sur le long terme. Donc ça peut durer un certain temps, mais au bout d'un moment, le risque, c'est que la personne se désengage de sa pratique ou l'intérêt n'est plus perçu. Et ça peut être des fois, c'est ce qu'on entend des fois dans les actualités, hein, que certains sportifs veulent mettre un terme à leur carrière. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de s'assurer que le sportif le fait avant tout pour lui et aussi de voir comment on peut préserver cette notion de plaisir, même si j'entends bien, hein, c'est pas toujours évident voilà, d'être toujours satisfait de ce qu'on fait, puisqu'il y a quand même des exigences et des objectifs à atteindre, mais que dans la trame de fond, le plaisir soit là, quoi. Ok. Merci. Et donc juste par rapport au burn-out, je veux dire que on parle de burn-out sportif. Alors après, le burn-out dans les entreprises, après, on peut aussi faire le parallèle, hein, parce que finalement, un sportif professionnel, c'est son métier. Le staff qui accompagne, ils sont aussi dans des métiers à pression et peuvent être plus ou moins investis dans leur travail. Il faut savoir que le burn-out, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de réactions suite à des situations de stress professionnel chronique. C'est-à-dire que c'est un stress qui s'est vraiment installé sur la durée et où on va retrouver en fait plutôt des personnalités de personnes qui sont vraiment investies et engagées dans leur pratique. C'est plutôt ces personnes-là qui vont être touchées par un burn-out. Et on va retrouver trois
3 notions. On va retrouver l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire une sensation d'être vidé, on n'a plus de ressources, plus de capacités. Une vision plutôt négative des autres et du travail qu'on n'avait pas à la base, qui s'est transformée au fur et à mesure de la dégradation de sa situation. Et enfin, un dernier sentiment par rapport au burn-out qui va être le fait qu'on ne se sente pas satisfait de ce qu'on fait, du résultat qu'on produit, et voilà, on ne se sent pas épanoui professionnellement, il n'y a pas d'accomplissement personnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le burn-out est plutôt défini comme une maladie à caractère professionnel et non pas une maladie professionnelle, même si dans certains cas et sous enquête, etc., ça peut en faire partie. Voilà. Et donc, burn-out sportif, si on part du principe que c'est son métier et on va retrouver un peu les mêmes critères et ça va se caractériser par un retrait psychologique et physique d'une activité en relation avec un stress excessif ou une insatisfaction. Donc à un moment donné, c'est un peu un arrêt des jeux, quoi. C'est stop, mon corps et mon mental ne peut aller plus loin. Parce que souvent, il va y avoir plusieurs phases. Par rapport au stress, le corps va se mettre en condition, ce qui est tout à fait logique et normal. On va être dans ce qu'on appelle une phase un peu d'alarme, c'est-à-dire que on se prépare un peu au combat, voilà. Sauf que si le stress perdure, le corps, alors il va falloir changer de stratégie, il va essayer de décupler davantage d'énergie pour faire face à la situation. Donc là, on va être plutôt dans une phase, ce qu'on appelle de résistance, pour essayer de toujours gérer. D'autant plus que c'est des personnes qui sont particulièrement investies dans leur pratique. Donc, ils vont aussi avoir des pensées qui vont alimenter le besoin qu'il faut absolument faire plus pour y arriver, etc. Et enfin, ma dernière phase, ça va être la phase d'épuisement où à un moment donné, il n'y a plus de ressources pour faire face. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une interaction entre ce qui se passe par rapport à l'individu et par rapport à son environnement de travail. C'est-à-dire que une autre personne dans la même situation ne va pas forcément rencontrer la même issue. Ça, il faut quand même aussi l'avoir en tête. Voilà, tout simplement. Et donc ça, il faut aussi faire attention parce que là, le problème, c'est que ça peut, la conséquence, ça peut être une dépression, ça peut être un désengagement total de la pratique. Alors, je sais pas, il y a des sportifs, alors je les connais pas tous, mais il y avait par exemple la biathlète, je sais plus comment elle s'appelait, Marie, je sais plus, Marie-Laure Brunet, qui aux Jeux Olympiques avait, pendant la compétition, son corps avait dit stop, quoi. Et par la suite, elle a compris que son mental aussi disait stop, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, le syndrome de surentraînement n'aboutit pas nécessairement à un burn-out. Ça, il faut le savoir aussi. Donc voilà. Après, je sais pas si tu voulais rebondir plus, Emmanuel, sur l'actualité ou. Non, l'actualité, voilà, tout le monde là, on a mis quelques liens, mais effectivement, tout le monde les connaît, donc on peut passer Ouais. rapidement. Mais c'est vrai que de plus en plus, les sportifs et les sportives font état de passages dépressifs, ou en tout cas d'épisodes dépressifs, sans pour autant sombrer dans une dépression profonde. Mais on voit que selon les moments de la carrière, ils sont souvent associés. Quand on lit les commentaires, en tout cas quand on lit les articles, pour beaucoup en tout cas, c'est souvent consécutif à des arrêts ou à des moments de rupture dans la carrière. Ça peut être des blessures, ça peut être des fins de carrière qui approchent. C'est souvent ces phénomènes de surentraînement. Et donc on voit que les sportifs en parlent de plus en plus et que c'est un sujet d'actualité et qui fait lien aussi avec notre problématique des addictions, puisque à notre sens c'est pas assez mis en lumière ou en tout cas évoqué, mais comment on fait face aussi à ces épisodes-là et à ces passages-là, c'est souvent la prise. En tout cas, ça peut être associé à une prise de médicaments psychotropes pour y faire face ou de consommation d'alcool pour passer ces moments un peu compliqués où j'ai moins de temps de jeu ou plus du tout de temps de jeu, je suis blessé, j'arrive pas à revenir.
etc., etc. Et donc dans le rugby en plus, la difficulté dans ces moments-là, c'est que, notamment sur l'alcool, c'est qu'il est culturel et associé aux festifs, associé aux réceptions, aux hospitalités avec les partenaires. Et donc voilà, la culture de l'alcool, de la convivialité qui est indispensable à notre sport, malgré tout, chez certains et certaines joueurs et joueuses, ça peut être compliqué selon le moment de la carrière. Donc c'est les faisceaux aussi à avoir en tête, où il faut être attentif sur des athlètes qui peuvent être à des moments compliqués et exposés, particulièrement exposés dans un contexte culturel parfois défavorable pour eux. Alors, peut-être juste pour conclure sur le burn-out, c'est vrai que j'ai pas évoqué peut-être les facteurs à risque. Les facteurs à risque où il faut peut-être être vigilant, il y en a plein, hein, mais peut-être garder en tête tout ce qui va être surcharge de travail. Donc voilà, si on se met trop d'objectifs ou en tout cas des objectifs irréalistes, donc peut-être aussi travailler avec le sportif sur la définition d'objectifs clairs, atteignables et réalistes. Aussi tout ce qui va être en lien avec la sensation d'autonomie qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai une latitude décisionnelle? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre ou est-ce que j'en ai pas? Moins j'en ai, et plus je vais être en difficulté parce que j'aurai l'impression que je suis sous la contrainte et que je le fais pas avec autant de possibilités que je pourrais. On va avoir aussi le manque de récompense qui peut impacter aussi. On peut avoir aussi tout ce qui manque de reconnaissance, d'où l'importance d'être vraiment sur. Il faut que même si on a l'impression de soutenir, il faut que le sportif ait vraiment une impression, le soutien perçu en tout cas, c'est-à-dire à un moment donné, oui, j'ai du soutien, mais est-ce que je le ressens vraiment? Parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a tout un tas de personnes qui gravitent autour du sportif, mais est-ce que le sportif a vraiment l'impression d'être soutenu ou pas? Donc ça, c'est des choses à faire attention aussi. Et par le soutien, c'est large, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être l'entraîneur, les médecins, peu importe quoi. Il faut que la personne puisse identifier en tout cas des personnes de soutien et qui permettent aussi la communication et de justement parler des difficultés quand ça va pas. Et enfin, peut-être dernier facteur à risque à retenir, ça serait à un moment donné, s'il y a un conflit de valeurs entre ce que le sportif est amené à faire et les valeurs qui sont importantes pour lui, s'il y a un déséquilibre au niveau de ces deux dimensions, ça peut être un facteur à risque et du coup déstabiliser vraiment la personne. Voilà. Du coup, pardon. Ouais. Donc là, rapidement, peut-être un petit quiz pour voir avec vous sur les notions tabac, écran, alcool. Si je vous dis que au niveau du tabac, ne fumer que 5 cigarettes par jour a peu d'impact sur la santé. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Vous pouvez dire oralement ou par... Je pense qu'on est tous sur le même avis pour dire que c'est faux. Ok. Effectivement, oui, c'est faux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les gens, des personnes qui vont diminuer leur consommation de cigarettes, par exemple, qui font, peu importe le chiffre, mais qui étaient à 15 et qui passent à 5, donc c'est très très bien, on peut que les encourager. Mais malheureusement, ça ne suffira pas parce que ce qui va vraiment compter, c'est la durée d'exposition au tabac. Plus on s'expose en termes d'années au tabac, plus on a des risques pour sa santé finalement par rapport au ratio. Alors évidemment, plus je fume des cigarettes, plus il y a des risques, mais ça sera pas le même ratio par rapport à la durée d'exposition au tabac. Donc c'est pour ça que on ne peut qu'encourager une diminution, mais il vaudra mieux encourager un arrêt. D'autant plus que je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous, mais
quand on réduit sa consommation de cigarettes, alors chacun va le vivre à sa manière, ça peut être difficile, donc en général les personnes sont plutôt satisfaites et contentes. Le risque, c'est que inconsciemment, pour compenser le manque de cigarettes, elles vont tirer un peu plus fort sur les cigarettes et du coup, même si elles ont diminué, on va retrouver la même toxicité que si elles en fumaient 10 par exemple. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Voilà. Par rapport à... On avait une étude aussi qui a montré que 4% des joueurs actuels et 11% des anciens joueurs ont déclaré qu'ils fumaient actuellement au niveau d'une étude de joueurs de foot. Donc c'est vrai que des fois, enfin, on peut se dire, on a l'idée... alors je sais pas si vous vous sentez concerné par les joueurs de rugby, s'il y a beaucoup de consommation de tabac, mais souvent on a l'idée que quand on fait du sport, bah, il n'y a pas nécessairement beaucoup de consommateurs de tabac, et pourtant, ben si. Alors heureusement les chiffres sont assez bas, mais malgré tout, on a surtout sur des sports comme le foot ou le rugby où ça nécessite quand même beaucoup d'endurance. Enfin, il faut pas mal courir, donc voilà, ça peut avoir aussi un impact sur les performances et sur la santé. Après, au niveau de l'écran, il faut savoir que oui, notre cerveau met 2 minutes pour se reconcentrer sur une tâche après avoir changé de tâche. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose et que par exemple on reçoit une notification sur le téléphone, alors je vous laisse imaginer toutes les notifications qu'on peut recevoir en termes de mails, en termes de messages ou enfin peu importe. En plus les téléphones sont bien faits pour nous rappeler qu'il faut le regarder. Du coup, il faut savoir qu'à chaque fois, il faut que le cerveau, il lui faut minimum 2 minutes pour se remettre dans la tâche. Donc si je calcule toutes les fois où j'ai regardé un petit peu mon téléphone, alors c'est pas grave en soi, mais voilà, c'est du temps perdu et du coup ça impacte la concentration. Après, lorsqu'on utilise les écrans trop près du coucher, il faut savoir que ça peut nuire à la qualité du sommeil en fait, parce que quand je vais regarder un écran, ça va stimuler mon cerveau et le cerveau il a besoin en fait d'un rituel, d'une routine. C'est-à-dire qu'il a besoin de comprendre qu'il va aller au lit, qu'il va aller se reposer. Et lorsque je regarde un écran, juste avant d'aller au lit, et ben en fait j'ai stimulé mon cerveau et ça va pas aider en fait à ce qu'il puisse se reposer et récupérer de toutes les informations acquises dans la journée. Donc ça, en termes de conseils, ce qu'on peut dire, l'idée c'est pas de supprimer les écrans et c'est fini, il faut plus regarder la télé, mais essayer d'avoir une activité plutôt calme et détente juste avant d'aller au lit plutôt que de regarder son téléphone et pas hésiter par exemple à le mettre en mode avion pour pas non plus être réveillé dans la nuit si toutefois on recevait un message ou des choses comme ça. Donc voilà. Après au niveau la bière facilite la récupération. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qui ne dit rien consent. Donc effectivement, c'est faux. Hein. On a beaucoup l'idée que la bière peut contribuer à la récupération. La meilleure hydratation possible, ça sera de l'eau. Alors ça fait peut-être moins rêver comme ça, mais il faut savoir qu'effectivement, l'alcool est présent dans la bière de toute façon. Et donc l'alcool contribue à la déshydratation. Donc on va essayer on n'est pas, ça veut pas dire qu'il faut pas boire et c'est fini, mais lorsqu'on a fait un effort intense, ce sera plus judicieux d'aller vers des boissons justement d'hydratation que des boissons alcoolisées. Et enfin, est-ce que l'alcool aide mieux à dormir? Si je bois de l'alcool, est-ce que je vais mieux dormir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et donc c'est faux, effectivement. Ça n'aide pas à mieux dormir parce qu'en fait, si vous voulez, l'alcool va venir perturber à un moment donné le sommeil paradoxal, c'est-à-dire que on va pas forcément s'en rendre compte sur la première partie de la nuit, hein, on va plutôt bien dormir, mais par contre sur la deuxième partie de la nuit, ça va être un peu plus agité et ça peut avoir un impact sur l'encodage des informations au niveau du sommeil paradoxal. Et ça peut aussi, chez certaines personnes qui étaient déjà sujettes à des petits troubles du sommeil, par exemple, qui avaient tendance à avoir des petites insomnies ou des ronflements, des choses comme ça peut exacerber ces troubles-là
et du coup, ça va pas contribuer à la qualité du sommeil en tout cas. Donc tout ça pour dire que des fois, il suffit d'avoir des petits réflexes au quotidien pour travailler un petit peu l'hygiène de vie et en faisant des fois pas grand-chose, ça peut contribuer à la qualité de vie. Voilà. Donc là, ouais, c'était la suite des études au niveau des chiffres. Ouais. Je sais pas si tu. Ouais, Donc, ouais, ben, rapidement, là, parce qu'il nous reste peu de temps. Donc, après avoir un peu présenté le contexte de vie du sportif de haut niveau, les risques auxquels il était exposé euh, durant sa carrière et les facteurs de vulnérabilité qu'il pouvait engendrer des consommations et des comportements à risque, et notamment celui du burn-out et de la dépression une des plus grosses problématiques que peuvent rencontrer les sportifs. On a quand même quelques études. Alors il y a peu d'études dans le monde scientifique sur lesquelles on peut s'appuyer. Malgré tout, il y en a encore moins dans le monde du champ du sport français, du sport de haut niveau et du sport professionnel. Il y a une étude là qui va être qui va attaquer avec l'INSEP, la FNAS, le syndicat des syndicats sportifs et l'Union nationale des sportifs de haut niveau sur une thèse de doctorat qui va porter sur les risques psychosociaux dans le sport. C'est la première étude en France et je crois même en Europe ou dans le monde qui va porter sur les sports professionnels et les risques auxquels sont soumis les sportifs. Sur une cohorte de 1000 sportifs, je crois, donc ça va être intéressant de savoir quels sont les facteurs de risque auxquels sont exposés les sportifs et les souffrances auxquelles sont exposés les sportifs et quel message, en tout cas, quelle action on pourra mettre derrière. Toujours est-il qu'il y a quelques études et on va rapidement les survoler. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite dans le foot par Vincent Goudbach pour FIFPro, le syndicat des footballeurs professionnels. Donc voilà, on voit que les joueurs qui ont eu plus de trois graves blessures au cours de leur carrière ont 2 à 4 fois plus de risques d'avoir des problèmes psychologiques, qui peuvent être la perturbation du sommeil, dépression ou anxiété. Donc on voit que quasiment un tiers des sportifs, même en activité, alors arrêtés et en activité, présentent ces troubles-là. L'alcool, on voit qu'un quart des joueurs qui ont arrêté signalent des difficultés liées à l'alcool, 10% des joueurs encore en activité, donc c'est quand même énorme pour des sportifs de haut niveau. Une autre étude qui avait été qui est intéressante, qui est sur une échelle de mesure des motifs de consommation d'alcool dans le sport. Pourquoi on consomme de l'alcool dans le sport? Et donc, il y a trois motifs de consommation. Le premier, c'est le renforcement positif. Je bois pour célébrer les victoires, un gros effort, etc. Le deuxième, c'est l'appartenance sociale à l'équipe. Je bois pour m'intégrer, c'est le lien social qui est relatif à l'alcool. Et le dernier, qui apparaît très peu dans les études, qui est le coping, c'est-à-dire coping, faire face, lié au sport, le faire face pour mieux supporter le stress lié à mon activité. Donc, le premier des motifs est ce renforcement positif qui est le plus important en termes de prédiction des comportements d'alcoolisation. Et l'alcool est la substance la psychoactive la plus consommée dans le sport. Et donc, plus je vais, et d'autres études montrent aussi que les sports à fort engagement, à forte valeur masculine, les sports collectifs, et plus on est engagé dans l'activité, plus on va avoir des niveaux d'alcoolisation qui vont être importants. Donc on voit que le rugby coche pas mal de cases et qu'on est vulnérable parmi les vulnérables, en tout cas, avoir un regard attentif là-dessus. Donc ce renforcement positif, l'appartenance à l'équipe et le faire face au stress qui apparaît très peu en définitive. Et donc, les risques de consommation problématiques chez les 15-24 ans, ils sont multipliés par 2, ce que je vous disais, par 2,5 pour ceux qui pratiquent un sport collectif en compétition. Quelques risques qui peuvent être associés, c'est ces rapports sexuels non protégés. On voit qu'ils sont supérieurs chez les sportifs que chez les non-sportifs. Ces phénomènes de binge drinking par semaine, binge drinking, c'est ces consommations épisodiques, massives, qui équivaut, je crois que c'est 7 ou 8 unités d'alcool en une seule occasion.
en moins de 2 heures ou un truc comme ça. Lisa, si tu as les données, en tout cas, une troisième mi-temps, c'est typiquement du binge drinking. Et on voit que ces phénomènes-là sont plus importants chez les sportifs que chez les non-sportifs. Et les conséquences, elles sont importantes hein, pour un club. La responsabilité du club qui est engagé, de l'employeur, lorsqu'on consomme des bières dans le vestiaire, on est salarié du club, ça on l'oublie. Et donc, sans jouer les rabat-joie, voilà, il y a aussi cette notion-là à avoir qui est importante lorsqu'on consomme de l'alcool dans les salons. Dans les hospitalités, on est sur son temps de travail, on consomme de l'alcool sur le lieu de travail. Quid de la performance, quid de l'image du club, etc. Ça, c'est une autre étude qui montre, qui corrèle un peu ce qu'on disait, où effectivement, ces phénomènes de binge drinking, c'est une étude australienne de 2005, chez des étudiants en fac de sport, non, étudiants, ouais, et chez les étudiants, mais ceux qui sont non sportifs, jusqu'à les sports élites nationaux, on voit que les phénomènes de binge drinking sont plus importants chez les sportifs élites que chez les non sportifs. Donc le sport, en tout cas, le sport de haut niveau ne protège pas des conduites à risque et des consommations. Enfin, ça c'est une étude qu'on avait menée. Alors moi, je suis intervenu. Emmanuel, je crois qu'on ne vous entend plus. Ou alors c'est peut-être que moi. Non, je sais pas. pareil. C'est bon. Non, On l'entend plus. Ah, Stop. super. Plus de son, On t'entend plus plus, ouais. d'image. Ah oui, il y avait plus de Ouais, son, bon. Emmanuel. Mieux là? Ouais. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, tu disais que tu avais mené une étude du coup. Voilà, ok. Donc oui, on avait mené une étude. Donc moi, je suis intervenu pour la Ligue nationale de rugby il y a 3 saisons, sur 2 saisons, auprès des staffs, des joueurs, sur de la prévention justement sur ces problématiques-là. Et on en avait profité pour mener une étude avec Aude Euro, qui est une doctorante en psychologie de la santé. Et donc dans le cadre de sa thèse, on avait mené de sa thèse de consommation d'alcool dans le sport. On avait mené une étude pour évaluer ces consommations dans le rugby professionnel, non pas pour dénoncer, parce que moi j'ai fait 30 ans de rugby, donc j'y suis très attaché, mais pour mieux comprendre les phénomènes et mieux prévenir, et non pas pour faire du buzz et dire voilà, dans le rugby ça picole à tous les étages, mais au contraire pour mieux comprendre ce qui se passait et sortir un peu de ce carcan culturel, parce qu'il y avait d'autres éléments pour nous. Donc on s'est basé sur le test qui s'appelle Audit, qui est un test qu'on utilise en addictologie. Et donc ce qui est intéressant, ce qui ressort, c'est que sur ces tests et sur les différents types de consommateurs dont on vous a parlé tout à l'heure, consommateurs simples, troubles de l'usage, usage à risque et addiction, eh bien, on s'aperçoit, l'étude fait ressortir qu'il y a 30%, quasiment un tiers des joueurs professionnels qui présentent, en tout cas qui ont un profil de consommation à risque, et quasiment la moitié des joueurs de centre de formation qui ont un score supérieur à 7, donc qui sont considérés à risque. Donc on voit quand même que malgré le professionnalisme, malgré l'entraînement, malgré l'engagement, etc., on voit que les consommations, elles restent quand même importantes, et elles sont nocive pour quasiment un tiers des pros et des joueurs de formation. Et donc, on a réussi à étudier, ce qui était intéressant, les motifs de consommation. Et donc, rappelez-vous la diapo où on était sur récompense, appartenance sociale et faire face au stress, qui dans les études n'apparaissait pas du tout. Et bien là, il y a un glissement où la récompense, bien évidemment, elle vient toujours en premier motif. Mais ce qui est intéressant, c'est que le faire face au stress apparaît en deuxième position, alors qu'il n'apparaissait pas dans les études existantes. Et donc c'est intéressant quand même. Et le sentiment d'appartenance sociale vient en troisième position. Donc les hypothèses, elles peuvent être nombreuses, mais effectivement le métier de sportif, le métier de rugbyman, la précarité associée, les risques associés, l'intensité, enfin tout le stress associé au métier de rugbyman, a fait augmenter les consommations d'alcool, en tout cas à glisser les motifs de consommation. Aujourd'hui, on consomme, en tout cas l'alcool est devenu aussi un outil de faire face à ce stress. Et le sentiment d'appartenance sociale, donc appartenir au club, au territoire, etc., se perd un peu, vient en troisième position. Donc on est salarié, on vient au travail avec ses collègues. Les contextes, rapidement, donc les pros, c'est essentiellement après les matchs.
Et les centres de formation, c'est en fonction des. Alors après les matchs et en fonction des plannings. Donc c'est intéressant quand on a des plannings à trous, qu'on sait que les catégories espoirs ou à une certaine époque jouaient peu, les calendriers étaient très 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 espacés. Ben on voit que chaque fois qu'il y a un moment de temps libre, c'est autant de moments de consommation et de consommation sévère. C'est-à-dire que c'est pas juste aller boire un coup ensemble, c'est des consommations qui vont être massives avec tous les risques associés. Et donc, il nous semble important de connaître ces données. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a conçu un programme de formation, parce qu'il nous semble important dans le milieu du sport, dans le champ du sport, de sortir un peu de ces aspects que culturels qui sont essentiels, qui sont vraiment à préserver, ce vivre ensemble, le lien ensemble, tout le travail éducatif, etc., dont l'alcool fait partie. Mais malgré tout, on voit qu'aujourd'hui, les phénomènes sociétaux, les évolutions sociétales et l'évolution professionnelle du rugby entraînent des modifications de comportement, des modifications de consommation et des modifications de motifs à consommer, des rapports aux produits complètement différents. Donc pour nous, il est important de former l'ensemble des acteurs qui vont être au contact des sportifs, qu'ils soient entraîneurs, éducateurs, managers, médecins, kinés, etc., pour avoir un langage commun, travailler sur les représentations, connaître les données. S'informer ne nuit pas à la santé, comprendre ses comportements à risque du sportif de haut niveau, comprendre le sportif dans son époque, et notamment le jeune sportif, parce que ça reste de jeunes individus, connaître les facteurs protecteurs, comment accompagner, repérer les joueurs, la joueuse en difficulté, travailler sur les axes de communication et enfin, in fine, pour préserver la santé de ces athlètes, parce que voilà, c'est un sujet, les comportements à risque, les conduites addictives, c'est un sujet qui est extrêmement tabou, qu'il est pour nous important, de briser, d'aller vers, j'ai une question en même temps. Voilà, donc il nous semble impératif de former et d'informer maximum de personnes pour pouvoir accompagner au mieux les sportives et les sportifs. Donc pour conclure, enfin sur la dernière diapo, Lisa, si tu veux présenter un peu rapidement les grandes lignes de la formation. Oui, alors tout à fait. Donc, alors nous, très rapidement, on propose une formation jusqu'à 2 jours. Alors après, on s'adapte en fonction des besoins, bien évidemment. 2 jours de formation pour essayer en fait de maîtriser un petit peu les généralités concernant les addictions. C'est-à-dire que si on est sollicité, qu'on nous dit nous on est plus concerné par la problématique des écrans ou la cocaïne ou le tabac ou l'alcool, enfin bref, on va essayer de faire un petit focus sur les produits qu'on nous aura demandé. Et l'idée, c'est de mieux comprendre en fait pourquoi c'est important pour nous d'en parler, c'est pour mieux comprendre un petit peu concrètement, quand je consomme ce produit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait, enfin quels sont les risques et comment on peut réduire ces risques justement. Ensuite, l'intérêt de la formation aussi, c'est de pouvoir permettre aux professionnels, alors elle s'adresse aux entraîneurs, mais pas, enfin en priorité, mais pas que. Ça peut être n'importe quel professionnel qui a un rôle avec le sportif, pour mieux reconnaître les conduites à risque. À quel moment on peut se dire tiens, là je pense que c'est problématique et comment ça se fait. Donc comprendre les motivations au changement aussi pour pouvoir mieux intervenir et accompagner aussi le sportif dans cette démarche. Donc l'objectif, c'est de pouvoir repérer une problématique de consommation et de savoir, à son niveau, bien évidemment, intervenir. L'objectif aussi, et qui est primordial pour nous, c'est de faciliter l'échange et la communication entre le sportif et l'encadrant, ou le professionnel, enfin l'interlocuteur avec le sportif, parce que comme on l'a un peu évoqué, c'est pas toujours évident, et que soi-même aussi, on peut être confronté à des difficultés aussi. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment je peux aborder le sujet, comment je peux parler avec la personne pour aussi l'inciter à changer de comportement ou d'attitude en tout cas, et que la personne puisse le percevoir comme motivation interne, c'est-à-dire que c'est important pour lui, et non comme contrainte parce qu'on me l'a demandé. Et un petit focus sur connaître rapidement les différentes méthodes de prévention. Voilà. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Emmanuel, mais c'est l'idée. Après, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà, on a une plaquette de formation. Si vous voulez, on peut vous l'envoyer ou voilà. Enfin, on peut vous mettre nos contacts aussi. Je sais pas, voilà. Ou si vous avez des questions. Ouais, tu as une question là, Lisa, sur
Y a-t-il un accompagnement spécifique adapté en cas de sportif en burn-out, stade 3, perte de confiance en soi et de sens? Alors, l'idée, ça va toujours être d'orienter vers les professionnels adaptés. Hein. Tout va dépendre de la personne, en fait, comment ça se manifeste et quelles sont ses difficultés. Si la personne elle est juste en perte de confiance, à ce moment-là, on peut voir comment on peut la remobiliser et comment on va essayer de déterminer qu'est-ce qui la fragilise aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour petit à petit retrouver un peu de confiance. Souvent, ça passe par des objectifs à très court terme et des petits objectifs plutôt atteignables pour que rapidement la personne puisse être en situation de réussite et petit à petit retrouver confiance en elle. Après, des fois aussi, c'est une phase de repos, hein, une mise à distance avec... je réponds de manière générale parce que tout va dépendre de la personne et de ses difficultés, mais des fois ça peut être aussi repos, ça peut être aussi rencontrer un psychologue, un psychiatre, tout dépend s'il y a une dépression, pas de dépression. C'est vraiment au cas par cas, mais dans tous les cas, on va essayer justement. Il faut savoir que si on est dans une situation de burn-out, ça veut dire que la personne, elle est vraiment en détresse et en difficulté. Donc, ça veut dire que on est déjà dans le stade, ça y est, c'est problématique, quoi. C'est pas ça va l'être, ça y est, je suis dans les difficultés, quoi. Donc déjà, voir à son niveau, comment on peut petit à petit essayer de préserver sa santé physique et sa santé mentale. Voilà. Alors, je sais pas si ça répond parfaitement à la question, mais c'est tellement spécifique aussi à chaque individu, mais en général, la première chose à faire, c'est d'orienter vers les professionnels qui pourront justement prendre en charge cette dimension-là. Merci. Après, c'est vrai que c'est compliqué, hein, quelqu'un comme un burn-out au travail, hein, je veux dire, tout va être d'essayer qu'elle puisse retrouver l'énergie et la motivation surtout à revenir au travail ou à son sport, parce que beaucoup de personnes souvent n'ont pas envie. Alors après, ça peut être aussi s'il y a des soucis relationnels, tout dépend en fait les problématiques, mais ça peut être comment on peut réinstaurer un dialogue, comment on peut faire en sorte que la personne se sente moins en difficulté, mais en général, ça passe souvent par une mise à distance temporaire, hein, de l'environnement, quoi. Et aussi, on va travailler sur comment faire face au stress. Déjà, dans un premier temps, comment on va pouvoir réduire cette sensation de stress. Et si jamais la personne est à nouveau confrontée à ce type de situation, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que elle manque pas de ressources ou elle soit pas en difficulté ou pas déstabilisée. Merci à tous. Merci aux participants, du coup, de nous avoir écoutés. Ouais, merci à vous.